Vous ne le connaissez probablement pas, mais en France, il y a un endroit bien précis qui a réussi à réunir 3 mots qui le caractérisent. Magique, hanté et maudit. C'est ce qu'on disait de lui et c'est ce qu'on dit encore de lui aujourd'hui. Nous sommes en 1875 quand cet endroit fut construit. Et les phénomènes qui s'y sont produits continuent encore aujourd'hui à se produire. Cet endroit se situe très exactement à 5,29 km de la pointe de la Bretagne, situé sur un rocher au milieu de l'eau, isolé de tout. C'est une maison phare. Une petite maison collée à un phare qui trône ici depuis 1875 et qui a très mauvaise réputation comme vous allez pouvoir le constater. Déjà, il faut savoir que ce bâtiment a été construit car la zone maritime était très dangereuse pour les bateaux. Comme vous pouvez le voir, même tout en haut de sa page Wikipédia, il est indiqué « La maison phare est connue pour ses légendes qui la disent maudite ». Déjà, ça vous dresse un petit peu le tableau de la chose. Le phare mesure 11 mètres de haut. Collé à celui-ci, une petite maison qui comprend 2 chambres, un grenier et une cuisine. Je vais vous faire part de bruits que je n'ai pas encore réussi à expliquer. Ça fait plusieurs fois que je les entends certaines nuits. Et une fois, la dernière, il y a quelques jours, je me suis décidé à tenter de les enregistrer. Donc ça me semblait provenir de l'étage, plus ou moins. Je suis monté avec la lanterne pour voir ce qui se passait et tenter de les enregistrer. Donc le bruit que vous allez entendre, c'est le fond, c'est le vent dans la lanterne. Et après, vous entendrez les bruits au milieu. Les différents gardiens qui ont travaillé sur cette maison phare depuis 1875 l'ont surnommé l'enfer. C'est pour vous dire que vraiment la réputation de cet endroit n'est plus à faire. On y a même découvert une grotte cachée sous la roche, dans le rocher, d'où les travailleurs entendaient parfois des voix, mais nous allons revenir un petit peu plus tard sur ce point. C'est probablement l'endroit en France qui a réuni le plus de choses flippantes au mètre carré, et croyez-moi, quand vous lisez tout ça, ça fait vraiment froid dans le dos. L'endroit où est situé ce phare a vu de nombreux naufrages de bateaux. Réputé comme extrêmement périlleux, on surnomme même ce passage la baie des trépassés. Déjà avec un nom pareil, on peut imaginer tout de suite tout ce qui s'est produit. C'était il y a fort longtemps le lieu où les druides faisaient leur ultime voyage. On les envoyait en mer une fois qu'ils avaient rendu l'âme, pour qu'ils rejoignent l'autre monde. On peut noter déjà que cet endroit a vu il y a des millénaires des druides morts partout comme ça sur l'eau. Ça vous donne déjà un petit peu l'ambiance du lieu. Ou bien ils étaient enterrés sur l'île qui prône non loin, l'île de Saint. On dit également que les marins qui avaient été maudits dans leur sommeil partaient naviguer la nuit sur le Bagnose, ce qui veut dire en breton le bateau de la mort. Je vous dis les gars, on est sur le lieu ultime en France. Et donc ce Bagnose, ce bateau de la mort, il avait pour but d'amener également les défunts dans l'autre monde. Ce serait également l'endroit là où vit Ankou. Alors qu'est-ce que c'est Ankou ? C'est juste la personnification de la mort chez les Bretons. C'est pour vous dire, comme une espèce de dieu de la mort en quelque sorte. C'est pas le diable, attention. Ankou ressemble parfois à un homme très grand, très mince et extrêmement vieux, ou même parfois il ressemble à un squelette très grand. Il tient dans sa main une faux pour, figurez-vous, trancher les âmes. Il a avec lui une petite charrette pour collecter les âmes et un bateau pour collecter également les âmes quand il a décidé de se balader sur l'eau. Ankou a tout prévu. Donc ça, c'était vraiment les mythes, les légendes bretonnes. Et on dit que ce Ankou, qui représente ni plus ni moins que la mort, vivrait à cet endroit, avec sa faux pour trancher les âmes. Donc là, on parle de récits millénaires, mais les autorités maritimes se sont intéressées de plus près à cet endroit, la baie des Trépassés, plus récemment dans les années 1800, à cause du transport de marchandises qui augmentait au fil du temps, et des accidents de bateaux qui augmentaient en même temps, parce que, comme je vous l'ai dit, la baie était extrêmement périlleuse. Les autorités maritimes ont donc pris l'initiative de construire ce phare, pour éviter moult catastrophes dans les années 1870. Faut savoir qu'en tout, ils ont construit 3
phares dans cette zone, mais un seul, celui dont on parle, a vraiment vu sa réputation de phare maudit se valider au fil du temps, avec tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Dès sa mise en service, ce phare est déjà classifié étrangement. Il n'est pas considéré comme un phare de haute mer, alors qu'il est vraiment perdu au milieu de l'eau, mais à seulement 5 km des côtes. Il est situé entre les deux, il est trop près pour être un phare de mer, mais trop loin et trop isolé pour ne pas en être un. Sauf qu'il y a des différences en fait entre ces deux phares, ils fonctionnent pas de la même manière, surtout pour les personnes qui vont travailler dessus. Dans un phare de haute mer, il doit y avoir obligatoirement 3 gardiens, mais là, il est considéré comme un phare de terre, et donc un seul gardien sera affecté à chaque fois, alors qu'il est totalement isolé et a toutes les caractéristiques d'un phare de mer, mais non, il est vraiment considéré comme un phare de terre, comme je vous l'ai dit. Il y a donc un seul gardien, seul, toute l'année, là-dessus. Toute l'année, tout seul. Sachant qu'à cet endroit, il y a des tempêtes quasiment tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais très souvent. C'est tout petit, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez imaginer un petit peu les conditions de vie très archaïques. Et vous comprenez également qu'il ait pu se produire des choses, et notamment des récits légendaires, parfois vrais, parfois Stéphane bourgoinisé, j'ai envie de dire, mais en tout cas sa réputation s'est faite, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les phares de terre sont surnommés Paradis. Il a rapidement perdu ce surnom de phare Paradis pour être appelé Enfer. Enfer, c'est normalement les phares de mer. Phare de terre Paradis, phare de mer Enfer. On peut comprendre rapidement pourquoi. Isolé au milieu de l'eau, sur un pot phare, même si vous êtes 3, c'est extrêmement dur. Tandis qu'un gars qui est sur la côte, sur son phare, en train de faire ses grillades, vous pouvez imaginer que c'est tout de suite un petit peu mieux. Il devient alors le pire phare de France. Tous les gardiens qui y séjournent fuient. Il est également responsable d'avoir rendu fous certains gardiens qui y séjournaient, même de les avoir fait passer de vie à trépas dans des conditions étranges. Il est surtout le théâtre d'événements étranges, voire paranormaux, qui ont fait sa réputation. Henri, c'est le nom du premier gardien de ce phare maudit. Au bout de seulement 5 mois, il a fini par démissionner. Henri raconte que quelques années avant la construction du phare, un marin en perdition dans la mer avait tenté de trouver refuge sur le rocher sur lequel le phare fut construit après. Sauf que les courants étaient trop violents. Impossible de le sortir de là. Le pauvre homme agonisa durant 4 jours avant de trépasser. Les gardiens du phare disent entendre encore ces hurlements la nuit lorsque la mer est agitée. Et justement, Henri, le premier gardien, déposa sa démission lorsqu'une nuit de tempête, il entendit d'effroyables cris provenant du rocher. Il pensait que justement c'était ce marin qui hantait encore les lieux. Après ça, un prêtre vint pour exorciser les lieux. Il débarqua avec son attirail d'exorciste sur le rocher. Mais visiblement, ce ne fut pas suffisant pour exorciser l'endroit. Le gardien suivant fut retrouvé tout simplement mort dans son lit, dans la maison qui colle le phare. Un autre est devenu totalement fou. Il pensait voir son père dans l'eau se faire happer par les vagues. D'autres gardiens mirent fin à leur jour ou exterminèrent des membres de leur famille une fois leur retour sur Terre. Toutes ces légendes, ces récits ont donc bâti cette réputation qu'il a actuellement. C'est en 1980 qu'une petite expédition avec des plongeurs fut entreprise, afin de déterminer ce qu'il y avait sous le rocher, d'où pouvaient provenir ces bruits glaçants, ces cris. Et effectivement, après la plongée, un tunnel de 20 mètres sous le rocher était bien présent. Attention, il n'y avait personne dedans, il n'y avait pas le pêcheur qui avait coulé 100 ans avant, qui était là à se faire des grillades de anguilles. L'eau qui s'engouffrait dans ce trou produisait comme des cris de personnes en détresse à cause de la pression de l'air. Ceux qui avaient construit ce phare entendaient « Kerskuis, ama flag », ce qui signifie « Va-t'en, ici est ma place ». Donc ceux qui ont construit ce phare, ils entendaient les mouettes et les goélands qui passaient au-dessus, qui criaient ça, en breton. Depuis quand les mouettes et les goélands parlent breton ? Ça, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'ils entendaient. Kerskuit, ama flag. C'est du breton. Breton mouette. Ça existe peut-être. Donc déjà, même avant qu'il soit construit, pendant sa construction, la légende commençait à naître. On raconte même qu'un gardien accompagné de sa femme, sur le phare, meurt brutalement dans les bras de sa compagne. Sa femme l'aurait alors salé, plongé dans du sel pour le conserver, comme
un jambon en quelque sorte, pour qu'à la prochaine tournée, on puisse le ramener sur Terre, non pas pour faire de la copa, les amis. Un autre gardien aurait trébuché sur un couteau, et ça, les gars, c'est vraiment pas de bol. Il y en a plein des comme ça. Ce phare a abrité des histoires incroyables. Et en fait, à un moment donné, ils ont même relâché la pression sur les conditions de travail dans ce phare, les autorités maritimes, parce que c'était beaucoup trop dur. On pouvait y vivre en duo un certain temps, avec beaucoup plus de permission de rentrer sur Terre. Mais malgré ça, le phare restait quand même invivable. En 1891, il y a un chroniqueur qui écrit même, je le cite, « Pendant la construction, au-dessus des travailleurs tournoyaient les oiseaux, surpris d'y voir des êtres vivants. Par leurs cris, kerskuit, va-t'en, il semblait les prévenir des dangers qui les menaçaient. Pour faire cesser le bruit et les apparitions, on fut obligé d'ériger une croix en pierre. » Et il y a même un écrivain plus récent qui a dit « La commission des phares n'aurait jamais dû envoyer un gardien unique à Thévenec. » Thévenec, c'est le nom du phare. Ce sont tous ces récits et ces légendes qui ont donné cette réputation à ce phare. Mais en tout cas, ça lui colle à la peau, même 200 ans après. On a sous-estimé un petit peu la dureté de la vie dessus, quoi. Ce qui l'a rendu absolument invivable et très difficile à celui qui vivait dessus d'y rester seulement quelques mois. Moi, je vous propose un truc, c'est d'envoyer cette vidéo à chaque personne qui serait capable de passer une semaine entière là-dessus. Vous prenez le lien de cette vidéo, vous l'envoyez et vous lui demandez « Est-ce que tu pourrais dormir une semaine sur ce phare ?» Et je verrai le nombre de partages dans les analytiques et je vous ferai un feedback. Mettez en commentaire si vous seriez capable également de passer une nuit là-dessus. On se dit à bientôt, portez-vous bien et surtout, faites très attention aux goélands qui parlent breton.